de ne pas traiter le client bredouille. En plus, c'est à triple effet tranchant. C'est que le client bredouille, c'est un manque à gagner pour ton entreprise. C'est aussi un manque à gagner de marge, puisque quand tu fais une vente digitale, elle t'a coûté moins cher opérationnellement parlant, parce que ça t'a coûté moins de mètres carrés et moins de manutention. 2, c'est un client qui va générer de la nocipéptine. Et ça, t'aimes pas les clients qui génèrent de la nocipéptine, parce qu'ils reviendront moins chez toi. T'es déçu une première fois. Pourquoi ils reviendraient? Et le 3e, c'est que tu es en train d'offrir sur un plateau d'argent un de tes prospects à un de tes concurrents. Parce que physique et notamment aussi de l'omnicanalité. Et je me suis dit ce serait trop cool d'avoir un expert sur le podcast pour nous parler de ça, pour aider les e-commerce à se digitaliser. Donc je suis vraiment très content de t'avoir aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast. Ravi d'être avec toi. Très cool. Aujourd'hui, du coup, l'idée, c'est qu'on puisse proposer à nos auditeurs, aux e-commerçants, une sorte de plan d'action pour se lancer en physique après avoir déjà son site e-commerce. Ce que j'aimerais, avant qu'on attaque cette partie-là, c'est peut-être que tu puisses te présenter, nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, et puis après, on attaquera la partie opérationnelle classique. Ça marche. Écoute, je vais te raconter l'histoire que j'ai vécue. Ça va permettre de présenter un petit peu le contexte et qui je suis. Il y a une quinzaine d'années, j'étais dans l'univers plutôt du digital. Je travaillais pour des marques internet, etc. Et c'était l'anniversaire d'un de nos amis d'enfance, et avec tout un groupe d'amis, on s'était dit pour ses 30 ans, on va lui offrir un beau cadeau. C'est quelqu'un qui aimait bien la musique. Il voulait se mettre à la guitare électrique depuis longtemps. Il n'en avait pas. Et donc on s'est dit, voilà, c'est bon, c'est l'occasion. On va lui offrir tout l'équipement qu'il faut, guitare, ampli. Et donc pour cet anniversaire, ça tombe sur moi. J'avais un petit peu de temps à l'époque. Je suis pas musicien. Donc je vais dans un magasin qui est dans le nord de la France, qui était un assez grand magasin de référence à l'époque, qui s'appelait Milonga. Ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'était un très beau magasin. Et donc je me rends dans ce magasin un matin, je vais voir le vendeur, je lui explique notre projet, tout ce qu'on doit acheter, équipement, ampli à guitare, etc. Le vendeur commence par m'emmener dans le rayon des amplis à guitare. Et là, je me rappelle, il y avait que 4 amplis dans tout le magasin. Alors que c'était un énorme magasin. Moi, j'avais été impressionné sur la droite dans le magasin. Il y avait un mur, il devait y avoir plusieurs centaines de guitares. C'était vraiment immense. Et 4 amplis à guitare. Et il n'y avait pas celui qu'on cherchait, la marque qu'on cherchait. On cherchait quelque chose d'un petit peu haut de gamme. Donc on fait un deuxième rayon, puis un troisième rayon, puis un quatrième rayon, puis au final, au bout d'à peu près un quart d'heure, je me retrouve client bredouille, un petit peu embêté. Je lui pose une question vraiment toute bête, dans quel autre magasin je peux avoir une chance de trouver ce que je cherche? Et là, il a été il a mis un peu de temps à me répondre, et il m'a dit, écoute, c'est quand même un peu spécifique ce que tu cherches. C'est vrai que c'est des marques que tu vas avoir du mal à trouver sur l'île. Lui-même trouvait pas vraiment de magasin à me conseiller. Et du coup, ce qu'il a fait était assez surprenant. Il m'a dit, écoute, viens avec moi. Il y a pas grand monde dans le magasin. C'était un jeudi matin. Et il m'a emmené sur sa caisse à l'entrée du magasin. Il a retourné et on a passé à peu près 3 quarts d'heure sur Internet, sur des sites de e-commerce. Voilà, c'était il y a 15 ans. Je suis sorti de là hyper mitigé, c'est-à-dire que il y avait une part de moi qui me disait, mais il est fou ce vendeur, qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de passer 3 quarts d'heure à me vendre des produits de ses propres concurrents, il risque de se faire virer. Mais en même temps, j'avais trouvé ça vachement sympathique et cool de sa part qu'il puisse me conseiller sur ce que je devais acheter. J'ai fini par me dire que le problème venait pas du vendeur, c'était cool ce qu'il avait fait, et que le problème était plus profond que ça venait du modèle même des magasins qui étaient défaillants à l'époque. C'était en 2010. C'était un petit peu avant 2010, c'était en 2008. Et donc, j'en ai conclu qu'en fait, le modèle économique des magasins tel qu'il existait à l'époque, à savoir limité par les mètres carrés, les stocks, n'était plus en adéquation avec le monde dans lequel on était déjà à l'époque, avec des e-commerçants qui avaient des gammes très très larges. Et donc, ça fait maintenant 15 ans que je m'efforce de trouver une solution à ce problème du commerce physique. Comment faire pour supprimer cette barrière des mètres carrés des stocks pour que les vendeurs, les vendeurs en magasin et les magasins de général puissent être capables de vendre sans cette contrainte des mètres carrés des stocks, et être capable de vendre une offre qui soit large, et avoir des outils qui soient adaptés au cérémonial de vente.
Voilà, du coup, je parcours. Alors, j'ai monté une première boîte qui est vraiment spécialisée là-dedans, qui s'appelle Improvise, et une école qui s'appelle la Figital Academy, qui fait de la formation et qui d'ailleurs tous les mois organise un store tour gratuit sur le Figital, qui s'appelle le Figital Store Tour Online. Et donc, je parcours le monde entier. Je fais 4 voyages par an pour aller visiter plein de magasins pour étudier ce phénomène, trouver les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques et les divulguer au plus grand nombre. C'est hyper intéressant. Et en plus, ce qui est intéressant dans ce que tu présentes et dans ta petite histoire, c'est que je m'y reconnais aussi pas mal. Notamment, moi, je suis assez passionné d'objets de technologie, de caméras, les micros, les trucs comme ça. Et c'est typiquement des produits où quand tu as une idée très précise du produit que tu veux et que tu as envie d'aller le trouver en physique, avant d'aller trouver un magasin suffisamment expert qui a ce produit-là, bon courage. Et en fait, tu te retrouves toujours à acheter en ligne, malgré le fait que tu as potentiellement envie de soutenir ton économie locale. Tu vois, moi, j'aime bien aller acheter en magasin, je trouve ça sympa aussi. Je devrais pas dire ça sur le podcast e-commerce, mais je trouve ça aussi cool. Tu vois, tu as une bonne expérience. Et en fait, tu as une mauvaise expérience parce que tu as le mauvais choix produit. Donc, ça fait vachement sens, en fait, ce que tu me dis. Ça fait vachement écho aussi à ce que je vis. C'est hyper intéressant. Et donc, au final, tu l'as trouvé l'ampli ou tu l'as commandé en ligne ? Ah ouais, bien sûr, on l'a acheté en ligne. Ouais, tout à fait. Sur les recommandations de ce vendeur. Ouais. Et du coup, donc, tu disais qu'aujourd'hui, tu parcours le monde pour aller voir les meilleurs concepts de magasins un peu partout. Tu auras l'occasion de nous en parler un peu plus tard dans le podcast. Parce que ce que j'aimerais qu'on puisse faire, peut-être, c'est de commencer assez rapidement, tu vois, dans le vif du sujet. Moi, ce que j'aimerais surtout déjà comprendre aujourd'hui, c'est que j'ai la sensation qu'il y a des études et qu'il y a beaucoup d'études de chiffres qui vont un peu dans tous les sens. Certaines qui sont en mode le commerce physique est mort, d'autres qui disent le e-commerce c'est bien mais ça ne sera jamais rentable, d'autres qui disent il y a que l'omnicanalité qui est la vérité. C'est extrêmement, tu vois, genre il y a plein de trucs. Toi, d'expérience, de par tous les clients que tu as accompagnés, de par tous les stores que tu vois à travers le monde, c'est quoi un peu ton retour d'expérience terrain sur la construction un peu d'une entreprise omnicanale, du physique, du retail, e-commerce aussi. Enfin, j'aimerais savoir un peu c'est quoi ton analyse, le marché, les attentes, tout ça des consommateurs sur ce marché-là. Ouais, et puis pour le coup, c'est un vrai sujet que j'ai passé 15 ans à l'étudier. Je fais beaucoup de recherches aussi en parallèle. Ça m'arrive parfois d'aller en magasin, de découvrir un truc, et puis je vais décider de camper pendant 3 heures juste pour faire de l'analyse, du condage. Des fois, je vais me déposer de manière un peu pirate des caméras qui vont faire de l'analyse, et ça m'arrive de retourner 4-5 fois, 6 fois pour faire des études un peu plus prolongées. Donc j'ai un point de vue qui est un peu intéressant, c'est que j'ai un point de vue extérieur, c'est-à-dire que j'ai jamais été ni commerçant ni e-commerçant d'une certaine manière, et donc j'analyse tout ce monde-là effectivement de manière très analytique sur le terrain, du coup beaucoup sur le terrain. J'ai constaté effectivement beaucoup de choses et j'ai des études qui montrent des choses assez intéressantes. Pour faire écho avec ce que tu disais, où tu te retrouvais un petit peu dans l'histoire que j'ai vécue en magasin, en fait, t'es pas le seul. Je pense que tout le monde l'a vécu au moins une fois dans sa vie. Pour rentrer un tout petit peu dans le détail de ce qui s'est passé à ce moment-là au niveau de notre cerveau. Parce que ce qu'on a vécu, toi, moi, et aussi certainement plein de gens qui nous écoutent, a une conséquence qui est intéressante à développer d'un point de vue de l'omnicanalité. Quand on cherche quelque chose, notre cerveau fait de manière inconsciente tout un tas de calculs et tout un tas de processus pour se projeter sur où est-ce que tu vas trouver la bonne solution. Et le résultat peut être ok, je vais chercher sur internet, ou ok, je vais chercher en magasin. Tu vois, il y a 20 ans, la question ne se posait pas. Oui, c'est ça, il y a à peu près 25 ans, t'allais en magasin parce qu'il n'y avait pas internet. Donc tu cherchais quelque chose, t'allais dans un premier magasin, tu trouvais pas, t'allais dans un deuxième magasin, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Puis est arrivé Internet. Et donc aujourd'hui, quand ton cerveau fait cette analyse, tiens, aujourd'hui j'ai besoin d'un souffleur aspirateur broyeur,
imaginons que ce cerveau te dise ok, je vais le trouver dans la jardinerie qui est à côté de chez moi, et donc tu te mets en action. À ce moment-là, ton cerveau génère de la nociceptine et ça va te faire lever, te mettre en mouvement dans ta voiture, puis tu vas partir dans ta jardinerie parce que ton cerveau a anticipé la réussite. C'est ce qu'on appelle le système d'anticipation de la réussite. Et donc ton cerveau a anticipé que la meilleure chance de trouver ce souffleur aspirateur broyeur, c'était dans ta jardinerie qui est dans ta ville à côté de chez toi. Tu arrives dans le rayon et là, tu n'as pas de souffleur aspirateur broyeur. Ce qui se passe dans ton cerveau, c'est que c'est totalement inconscient et ouais, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est inconscient, mais ton cerveau va générer à ce moment-là une hormone qui s'appelle la nociceptine. Et en fait, il va recalculer cette expérience-là, ce qui fait que la conséquence, elle va non pas agir tout de suite, mais plus tard, le jour où tu auras besoin de quelque chose. Mettons que 2 mois plus tard, tu as besoin d'une tondeuse. Et là, ton cerveau, de manière entièrement automatique et inconsciente, il se sera souvenu, il aura enregistré cette nociceptine et va déclasser la priorité de aller en magasin, puisque tu t'es déplacé une première fois, tu as perdu ton temps une première fois. Et tu as fini sur Internet, potentiellement, dans un autre magasin. Mais donc du coup, cette nociceptine, c'est un peu ce que j'ai appelé le cancer du magasin physique traditionnel, c'est-à-dire celui qui est enfermé dans des mètres carrés des stocks. Et ça, tu vois, c'est plus qu'une attente d'un consommateur, c'est inconscient. C'est une attente de notre cerveau, de notre système entièrement automatique. Notre cerveau n'aime pas perdre son temps. On est fait pour être des machines efficaces, etc. Si tu cherches quelque chose et que tu anticipes que tu vas galérer dans le physique, tu vas automatiquement aller sur Internet. Et donc, cette nociceptine devient un objet à abattre. Voilà. Avant l'ère d'Internet, c'était pas un sujet. Maintenant qu'il y a Internet, pour les magasins physiques, ça devient un sujet. Mais ça devient aussi une opportunité pour les e-commerçants. C'est-à-dire que quand je suis e-commerçant et que j'ouvre un point de vente, ma force, c'est justement potentiellement d'avoir une offre large et qualitative. Donc si je suis capable, c'est le cas de LDLC par exemple, où il y en a beaucoup d'autres, mais on peut prendre LDLC, ils ont je crois qu'il y a plus de 80 000 références. Quand tu vas chez eux, tu sais que tu maximises tes chances de trouver ce que tu vas chercher. Même si c'est pas sur place, pas grave, tu vas avoir quelqu'un qui va t'aider à le trouver. Donc ça, c'est un premier constat, tu vois, il est presque biologique, c'est de la neuroscience. L'autre sujet que je constate, c'est que le commerce physique va pas mourir du tout, mais vraiment du tout. Il va pas mourir. Et là encore, ça s'explique par, on va plutôt utiliser d'une logique de comportementalisme. Je m'appuie notamment sur les travaux d'un grand spécialiste, quelqu'un qui est renommé, qui s'appelle BJ Fogg. C'est un spécialiste renommé sur le comportementalisme. Je pense que c'est la référence mondiale. Il est capable d'expliquer à peu près tous les comportements humains qui existent. Et donc, tu peux faire rentrer dans les schémas de ce qu'il a expliqué, y compris les comportements du commerce, le fait d'aller en magasin, etc. Et le commerce sur Internet a des forces, mais aussi des zones où il n'est pas forcément très fort. Je prends un exemple, la décoration, tout ce qui est lié au goût, aux couleurs. Donc on va prendre l'ameublement, etc. Quand tu veux trier une offre d'ameublement sur Internet, la recherche par mots-clés est très compliquée parce que quand tu as plus de 300 références de lampes, par exemple, à poser sur un bureau, tu vois, c'est les goûts, les couleurs, les formes, etc. C'est difficile de mettre des noms dessus qui font que les gens vont savoir les chercher. C'est compliqué. Alors que dans le physique, on est biologiquement conçu pour analyser l'espace qui est autour de nous, notre environnement, de manière hyper efficace sans faire aucun effort. Donc tu vas aller chez Maison du Monde, par exemple, en 10 minutes, tu auras découvert des centaines de produits sans faire aucun effort, sans chercher, etc. Et donc le monde physique aura toujours cette capacité-là, cette énorme force-là que n'aura jamais Internet. Donc sur tout ce qui est les produits qui nécessitent de l'inspiration, où ça va être plus facile de les trouver que de les chercher. Mais ça va être aussi un énorme avantage pour tout ce qui va être des produits où tu n'as pas forcément la compétence et la maîtrise. Tu en parlais tout à l'heure dans les produits un peu high-tech. Quand tu es face au choix, soit Internet, soit magasin, quand tu dois acheter un produit dont tu n'as pas forcément la maîtrise, la compétence de comment choisir, je prends l'exemple de la domotique, tu vois. Quelqu'un qui est pas un geek, mais qui a besoin de se domotiser,
il a deux choix. Soit il va sur Internet et il passe des nuits entières à lire des tutos, des vidéos YouTube pour monter en compétence sur les bonnes marques, ce qui tombe pas en panne, etc. et faire le tri entre les trucs qualitatifs et les chinoiseries. Soit il va en magasin. Et là, on lui sert sur un plateau une offre qui a déjà été triée, rien que par l'offre qui est présente en magasin, mais aussi tu as accès à un vendeur qui peut te conseiller, un humain. Et en fait, paradoxalement, tu fais beaucoup moins d'efforts quand tu vas en magasin que quand tu vas sur Internet, parce que ton cerveau, en fait, il doit faire tout un cheminement de montée en compétence pour bien choisir. Quand tu es passionné d'un sujet, bien sûr, tu vas le faire, tu vas plutôt aller sur Internet. Par contre, quand t'as pas envie d'investir ce temps, cet effort-là, bah c'est vrai que le magasin offre un confort colossal pour monter en pour aller choisir un produit dans lequel t'es pas dans un domaine de compétences où t'es forcément à l'aise. Et il y a un dernier sujet où le physique sera toujours beaucoup plus fort qu'Internet, c'est la vente de produits que t'as jamais prévu d'acheter. Ce que j'appelle le syndrome Ikea. C'est tu vas chez Ikea et sur ta liste il est marqué étagère, mais tu ressors et dans ton caddie t'as un caddie qui est plein. Voilà. Et il y a plein de produits qui sont passés devant tes yeux et tu dis ah, ça j'en ai besoin, effectivement ça pourrait être bien, ou ça j'en ai pas besoin mais ça me ferait plaisir de l'acheter, etc. Et les taux de conversion dans le domaine physique sont à des années-lumière de ceux sur Internet sur ce type de produit-là. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi les paniers moyens dans le physique sont plus élevés et les taux de conversion sont plus élevés. Et ces logiques-là dont je te parle, elles sont universelles. Elles s'appliquent aussi bien à des retailers historiques qu'à des e-commerçants qui ont passé le cap du physique. C'est hyper intéressant. Enfin, en fait, c'est 3 points. Bon, à la fois hyper poussé sur la partie, je dirais, étude et comment notre cerveau fonctionne, mais aussi la partie, je dirais, chiffres, qui te dit que finalement, moi c'est ce que je vois aussi avec mes clients qui ont des points de vente physiques, hein. Nos paniers moyens, ils sont plus grands, ils sont plus importants en points de vente physique. On sait aussi qu'on va réussir à faire de la vente additionnelle, qu'il y a des produits qu'on n'arrive pas à vendre en ligne et qui se vendent très bien en physique parce que je pense aussi le client en comprend mieux l'usage et le fonctionnement. Et c'est un enjeu surtout pour des retailers qui sont c'est des revendeurs de marques aussi, de faire de la découvrabilité sur un site e-commerce de ces produits, c'est extrêmement complexe. Ouais. Et donc ouais, le boutique physique est forte pour ça. Exactement. Il y a peut-être un dernier chiffre que je peux ajouter, c'est effectivement un chiffre que j'ai appelé le taux de client bredouille. En fait, dans un point de vente physique, généralement, on mesure le taux de transfo, le taux de conversion, et aussi le NPS. Dans les deux cas, ça ne te permet pas de mesurer le nombre de clients qui sont venus jusqu'à chez toi avec une intention d'achat, mais qui n'ont rien trouvé, ils n'ont pas trouvé de solution, ils sont repartis, non pas avec les mains vides, ils sont potentiellement acheté quelque chose, et donc ils sont rentrés dans le taux de transfo, le NPS, mais par contre, ce qu'ils étaient venus acheter, ils sont partis sans. Et ça, il n'y a aucun moyen de le mesurer aujourd'hui. Il y a une seule enseigne que je connaisse, parce que encore une fois, je suis loin de tous les connaître, hein, même si j'en ai vu énormément, analysé beaucoup ces 15 dernières années. Là, je vais m'appuyer sur une très grande enseigne de sport dont je citerai pas le nom, qui a fait cette étude-là sur un très grand nombre de clients en sortie de caisse. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous êtes venu chercher chez nous ? Ah d'accord, est-ce que vous avez trouvé ? Vous n'avez pas trouvé, et pourquoi vous n'avez pas trouvé ? Il n'y avait pas la taille, la couleur, ou alors c'est parce qu'il n'y avait pas l'offre. C'est une vraie étude qualitative. Et derrière, l'estimation de chiffres de manque à gagner, elle tourne autour des 20%. Ça veut dire que, et c'est des immenses magasins, hein, l'enseigne dont je parle, il y a 20%, donc c'est-à-dire que là on parle de centaines de millions d'euros de manque à gagner. Pourtant pour une enseigne qui a déjà des très grands référencements et des grands espaces de vente. Donc tu as un énorme intérêt à te digitaliser et le risque de ne pas traiter le client bredouille, en plus c'est à triple effet tranchant, c'est que le client bredouille, c'est un manque à gagner pour ton entreprise. C'est aussi un manque à gagner de marge, puisque quand tu fais une vente digitale, elle t'a coûté moins cher opérationnellement parlant, parce que ça t'a coûté moins de mètres carrés et moins de manutention. 2, c'est un client qui va générer de la nocipeptine, et ça t'aimes pas les clients qui génèrent de la nocipeptine, parce qu'ils reviendront moins chez toi, t'es déçu une première fois, pourquoi ils reviendraient ? Et le 3e, c'est que tu es en train d'offrir sur un plateau d'argent un de tes prospects à un de tes concurrents, parce que s'il n'a pas trouvé chez toi, il va aller ailleurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Amazon se frotte la main, Mano Mano se frotte les mains, parce qu'en fait, leurs meilleurs apporteurs d'affaires sont les magasins physiques. Okay, ouais, hyper intéressant. Donc ça veut dire en gros, aujourd'hui, c'était 20% des clients qui entraient dans ce magasin, dans cette enseigne, qui repartaient bredouille. C'est énorme en fait.
Ouais, c'est même plus que. Enfin, c'était une estimation en part de manque à gagner de chiffre d'affaires, de volume d'affaires. Ok, 20% du chiffre d'affaires qui serait du manque à gagner. Ok. Moi, j'aurais voulu ajouter 2-3 autres chiffres intéressants sur le sujet, ce que j'ai fait en préparant mon event là sur le LIA. J'avais regardé un petit peu aussi, tu sais, la part du chiffre, en fait, en gros, la part du chiffre d'affaires généré par le e-commerce et les points de vente physiques. Et on a souvent tendance à parler beaucoup du e-commerce, mais il faut aussi se rappeler quand même globalement que aujourd'hui, la consommation se passe très majoritairement en points de vente physique, entre 13 et 15% uniquement entre 13 et 15% est fait en e-commerce aujourd'hui de la consommation globale du commerce de détail en France. Donc c'est relativement peu. Si on prend les pays les plus avancés dans le domaine, on va avoir la Chine notamment, où on peut aller chercher, je crois, entre 20 et 25% du commerce de détail qui est fait en ligne, alors qu'ils sont extrêmement avancés comparé à nous sur cette partie digitale. Et du coup, c'est aussi intéressant de remettre ça en perspective, où en fait, finalement, le e-commerce est un petit monde dans le domaine du commerce de détail au global. Alors, je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter sur ça. Ouais, je voulais ajouter un truc. Alors, quand j'ai analysé effectivement ces chiffres de la FEVAD sur ces fameux 13% pendant le Covid, et de mémoire, ça a un petit peu baissé après, il y avait quand même la moitié de ce chiffre-là qui était représenté par des activités de service. Donc le transport, la SNCF, la billetterie en ligne, la Fnac, etc. En fait, quand tu retires ces activités de service qui ont explosé post-Covid, en fait, l'activité de détail et les détaillants ont plutôt stagné ces derniers trimestres. Et du coup, ça ne représente que la moitié. Donc en fait, sur les fameux 13%, t'en as déjà en fait à peu près 6 ou 7 qui sont pris par des activités de service. Donc le détaillant représente plus qu'à peu près 6% du marché. Ça veut dire que tu as 20 fois plus de business qui se passe dans les magasins pour ces activités-là. Et surtout, un truc à mettre en corrélation, c'est le nombre de e-commerce qui existent en France versus le nombre de points de vente physiques qui existent en France. J'avais regardé un peu des études, je me rends pas compte vraiment de la fiabilité, mais je crois qu'il y avait à peu près entre 250 000 et 300 000 sites e-commerce en France, alors de toutes tailles différentes évidemment, et en fait, tu as à peu près le même nombre de points de vente physiques. Ouais, c'est à peu de choses près de ce que j'avais vu. C'est effectivement le cas. De mémoire, c'est entre 250 et 300 000 points de vente en France. Et l'énorme intérêt du physique, c'est que ça bougera pas. Tu vois, les mètres carrés, ils sont finis. Dans le e-commerce, potentiellement, dans 3 ans, on aura 600 000 e-commerçants. Et ça pose un peu problème sur les coûts d'acquisition, parce que c'est une histoire de jeu d'enchères. Quand tu ouvres un magasin dans un emplacement donné, il est à toi. Tu vois, et tant que tu restes dedans, il n'y a personne d'autre qui viendra te le prendre. Si je dois faire la métaphore autrement, je vais prendre le cas d'Altrix. Qui est un de nos clients. Si Altrix voulait scaler et qu'ils avaient potentiellement l'idée de faire un altrix2.com, tu vois, ça se ferait pas x2 en fait. Pour des raisons, j'ai même pas besoin de les expliquer tellement elles sont évidentes. Par contre, Altrix a commencé à ouvrir des points de vente. Et quand un point de vente commence à générer du chiffre et qu'il est rentable et que le modèle est trouvé, généralement quand on ouvre un deuxième, là tu fais x2 en fait. Et quand on ouvre 10, tu fais x10. Quand on ouvre 100, tu fais x100. Alors, bien sûr, il y a des coûts de structure, etc. Mais c'est scalable. Le point de vente physique, dès que tu es sur un modèle rentable, c'est généralement très scalable. Et tu as des barrières à l'entrée, puisque l'espace physique que tu as, il est pris et personne d'autre le prendra. Et ça me fait penser aussi à un autre point que aussi peu de personnes considèrent. J'avais vu un post, je crois que c'était du fondateur de Horace, donc la marque de cosmétiques pour hommes, qui a lancé toute une activité dernièrement d'ouverture de boutiques physiques. Et en fait, le fait aussi d'ouvrir des boutiques physiques a amélioré en gros leur vente en ligne. Et en gros, le fait juste que la boutique s'ouvre, ils ont boosté de façon significative les ventes sur le site e-commerce. Et en plus de ça, je pense qu'ils se sont achetés une crédibilité que peut-être ils avaient un peu moins parce que en fait, tu as aussi ce truc de j'ai un point de vente physique. Ok, l'entreprise a pignon sur rue. Tu vois, c'est pas un e-commerce. Entre guillemets, tu peux toucher en fait le lieu. Tu vois, il existe. Et donc je trouve ça hyper intéressant. Je pense qu'on pourrait débattre on pourrait discuter encore très très longtemps de tout ce
ce qui existe sur le marché. Je sais pas si tu voulais réagir à ce dernier point. Ouais, parce que qu'on passe après sur la partie plan d'action. Parce que tu dis sur les chiffres, je me suis hyper spécialisé sur les e-commerçants et les DNVB qui ont passé le cap du physique. C'est des chiffres que je retrouve tout le temps. Là, dernièrement, c'était Asphalt qui a ouvert un pop-up. Ils ont fait 650 000 € en 2 mois, plus 22% sur le panier moyen et 40% d'acquisition de nouveaux clients. Et c'est le genre de chiffre qu'on retrouve tout le temps chez tous ceux avec qui j'ai pu discuter. Et t'as un phénomène vertueux systématique, effectivement. C'est-à-dire que cette acquisition, c'est généralement entre 40 et 60%. C'est hyper intéressant. Maintenant qu'on a bien compris, on a pris vraiment le temps de parler un peu du marché du phygital, de l'omnicanalité. Je pense qu'aujourd'hui, là, à ce moment du podcast, nos auditeurs ont bien compris l'intérêt que va avoir l'omnicanalité s'ils sont e-commerçants pour développer leur boîte. Alors évidemment, si tu fais 5 000 € ou 10 000 € de chiffre d'affaires mensuel en e-commerce, c'est peut-être pas le bon moment pour te lancer en physique immédiatement, mais si tu veux aller chercher de la croissance, peut-être que ça peut être intéressant. Alors tu auras certainement un avis différent, mais en fait, en vrai, dans tous les cas, c'est intéressant de se lancer en physique à un moment donné. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est que la plupart de nos auditeurs, je pense, sont des personnes qui connaissent peut-être assez mal le monde du physique et ils ont peut-être ce projet de s'y lancer. Est-ce qu'on pourrait leur proposer une sorte de plan d'action pour lancer leur projet justement physique, toi avec toute l'expérience que tu as, avec tous les projets, les concepts que tu as développés pour tes clients, et ce que j'aimerais peut-être qu'on voit ensemble, c'est peut-être dans un premier temps, c'est quoi un peu la stratégie, la vision qu'on doit avoir pour se lancer en physique. C'est effectivement le point le plus important. On a beaucoup parlé d'omnicanal, mais aussi de phygital. Là, on va rentrer un peu plus dans les choses concrètes au niveau physique, au niveau phygital. Du coup, faut savoir que le mot n'a pas encore de définition officielle dans le Larousse ou sur Wikipédia, donc il est encore un peu souvent confondu avec l'omnicanal. Et au final, le phygital, c'est bien quelque chose qui se passe dans le monde physique. Et c'est bien, c'est pas une technologie, c'est une nouvelle manière d'exécuter un point de vente physique de manière à ce qu'il soit opérationnel, rentable grâce à du digital. Donc c'est plus un business model, un modèle d'entreprise qu'une techno. Bien sûr, il y a de la techno dedans, puisque ça en fait partie, hein, c'est la colonne vertébrale du modèle, mais c'est un modèle d'entreprise, et donc c'est bien de commencer par la stratégie. Aujourd'hui, la difficulté des entreprises qui vont passer dans le monde du retail, c'est qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Quand je dis des entreprises qui vont passer dans le monde du retail, c'est donc les e-commerçants, les DNVB qui vont passer dans le retail, il n'y a pas de mode d'emploi. Ce qui paraît évident et logique, c'est d'aller se confronter à des spécialistes justement du retail traditionnels qui ont déjà fait leurs preuves dans les magasins et d'aller s'inspirer de ces pratiques-là. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté. Pourquoi ? Parce que quand on vient du e-commerce, qu'on soit e-commerçant, pure player ou DNVB, généralement, c'est pour appuyer sur une force que n'ont pas des concurrents physiques. Soit c'est parce que tu veux développer une offre hyper spécialisée et large pour justement être différenciant de tes concurrents physiques qui ont une offre serrée, ou alors c'est parce que tu vas avoir une belle histoire de marque à raconter avec des produits bien faits, avec du storytelling voilà, et quelque chose qui a une forte valeur émotionnelle. Dans ces deux cas-là, quand tu passes le cap du physique, on est sur deux enjeux. C'est le modèle traditionnel, il va tout de suite arriver avec ses contraintes, les mètres carrés. Si j'ai 45 000 références dans mon catalogue, comment je les fais rentrer dans un espace physique ? Et là, tu fais toujours des non-choix, hein, parce que tu vas choisir ton 20-80, mais du coup, tu vas générer de la nociceptine, et c'est pas le bon modèle. Alors que le vrai modèle, c'est comment je réussis à faire un magasin physique où je peux exploiter la totalité de mes forces, donc de mon ADN de marque, à savoir mon catalogue complet et toute ma capacité à raconter des histoires sur des produits. Et ça, il n'y a pas de mode d'emploi aujourd'hui. C'est effectivement cette équation qui marie le meilleur du physique traditionnel et le meilleur du digital, mais en point de vente. Aujourd'hui, il n'y a pas de mode d'emploi. Il y a une seule école, à ma connaissance, pour l'instant, c'est la Phygital Academy, mais il n'y a pas d'école. C'est-à-dire que si tu veux faire des études dans le e-commerce, tu as des écoles officielles de l'État qui sont reconnues par l'État qui te permettent de faire des parcours e-commerce. Il n'y a pas sur le Phygital Commerce. Il n'y a pas de livre
sur le Phygital Commerce non plus. Tu as plein de livres sur l'e-commerce. Et si tu veux faire ta veille dessus, que tu cherches sur Internet, sur Internet, quand tu veux étudier des concurrents, tu peux étudier 10 concurrents en naviguant sur leur site depuis ta chaise, depuis chez toi. Alors que dans le Phygital, tu es obligé d'aller sur le terrain. Alors, tu pourrais te cantonner à regarder les articles de presse et ce que tu trouves sur Internet, mais dans la réalité, il y a un décalage énorme entre ce que la réalité qui est sur le terrain, et ce que tu trouves sur Internet, puisque généralement ce qui a été rédigé sur Internet a été fait par des annonceurs ou par des agences de presse, de communication, et on va toujours raconter la belle histoire et édulcorer. Donc ce point stratégique effectivement est hyper important, parce que très souvent on commence tout de suite par l'opérationnel. Je vais ouvrir un magasin, donc je vais essayer d'appliquer les meilleures techniques du retail, et puis à la fin je vais rajouter du digital. Donc je vais prendre mon site e-commerce par exemple et je vais le mettre sur une tablette ou sur un machin. Et malheureusement, ça, il y en a beaucoup qui ont essayé et ça fonctionne très mal. C'est pas du tout. C'est même contre-productif, parce que tu renvoies pas une bonne image de ton magasin. Donc la partie stratégique, dedans, on va y mettre, par exemple, quelle est la taille de magasin idéal pour mon entreprise, pour mon point de vente. Est-ce que c'est 15 mètres carrés, 100 mètres carrés, est-ce que c'est 800 mètres carrés, est-ce que c'est 1800 mètres carrés? En fonction de ce que tu vends, ça va bien sûr évidemment dépendre. À quel endroit je dois être? Est-ce que je suis plutôt en centre-ville, en périphérie? Est-ce que je suis sur des zones de destination? Est-ce que je suis, pourquoi pas, sur des logiques de corner? Est-ce que je dois aller m'implanter dans des salles de sport, par exemple, ou sur des lieux dans lesquels ma cible, elle se trouve déjà, dans des centres équestres, dans des clubs de moto? Aujourd'hui, il y a plein de nouvelles stratégies qui deviennent possibles grâce à du Phygital, qui n'était pas possible avant. Tu vas mettre aussi dans ta stratégie tout ton modèle financier, ton business plan. Parce que l'énorme force du modèle économique Phygital, c'est que, alors si je prends l'exemple de Milibou qui vend des canapés en Phygital dans ses magasins, ils font quand même un tiers de leur chiffre en Phygital dans chacun de leurs magasins. Quand tu vends un canapé en Phygital, t'as pas eu besoin de le stocker dans ton magasin. Il est vendu depuis un écran. Donc il est dans un entrepôt qui est pas en centre-ville de Paris. Donc forcément, les mètres carrés, ils ont pas coûté le même prix que dans le centre-ville de Paris. Ces mètres carrés qu'ils ont été économisés, ils ont aussi permis d'économiser la manutention de ce stock dans le magasin, puisque pour que le canapé il arrive dans le magasin, qu'il soit exposé, il a fallu que quelqu'un le manutentionne, le déballe, enlève la palette, bouge potentiellement les autres meubles pour réagencer la partie du magasin. Tout ça, c'est un temps colossal. Par exemple, dans les magasins de prêt-à-porter, c'est jusqu'à 50% du temps des équipes qui est passé à faire juste de la manute. C'est-à-dire faire des réceptions, des étiquetages, mettre sur cintre, mettre les étiquettes, mettre en inventaire, faire du refacing, remettre les produits sur cintre, les replier, etc. C'est un temps qui n'est pas de la vente. Quand tu vends un produit en Phygital, tu n'as plus tout ça. Donc quand tu additionnes l'économie des mètres carrés et la manutention de temps, ça a un impact colossal sur ton résultat à la fin, sur ton résultat financier. Qu'effectivement, au niveau de ta stratégie, ta vision, c'est important tout ça de l'avoir au départ, parce que ça va aussi impacter ta stratégie de financement. Si tu as un modèle qui est Phygital, forcément il est beaucoup plus attractif financièrement parlant, si tu as besoin de lever des fonds, de scaler rapidement, que si tu as un modèle traditionnel où tu vas faire 1% de Phygital. Les bons modèles Phygital aujourd'hui, le meilleur que je connaisse, il arrive à faire 80% de chiffre d'affaires en Phygital. C'est une boutique qui fait 200 mètres carrés, qui fait 1,6 million, et ils font 80% de ce chiffre d'affaires-là, de ces 1,6 million en Phygital. Okay, c'est assez impressionnant. Donc en fait, est-ce qu'aujourd'hui, du coup, ça leur permet d'être rentable par rapport peut-être à l'espace qu'ils vendent, ou est-ce que c'est du pur additionnel et finalement ce qu'ils font sur la boutique classique, ça aurait été le chiffre d'affaires qu'ils auraient fait sans Phygital en plus? Je ne sais pas si c'est très clair ma question. Mais... Oui, si c'est très clair. Alors non seulement c'est ultra rentable parce que ça fait 8 000 € du mètre carré, donc c'est effectivement pas mal pour ce type de boutique-là. Donc là je parle de Moto Blues. C'est un emplacement qui est un emplacement de destination. Donc en fait c'est dans un lieu, c'est ni un centre-ville ni un centre commercial, c'est une zone logistique. Donc en fait les loyers, le foncier c'est peanuts, donc effectivement la rentabilité elle est géniale. Et pire que ça, s'il n'y avait pas eu le Phygital, il n'y aurait pas forcément eu de succès de ce magasin, parce que des gens se seraient peut-être déplacés une fois,
Et quand tu sais que sur 200 mètres carrés, tu mets à peine 800 refs, bah, tu reviens pas, en fait, tout simplement. Donc le magasin, à la fin, il s'écroule sur lui-même. Il n'y a pas de modèle. Là, c'est un magasin où il y a quand même 300 000 refs. Hein. Dans 200 mètres carrés, tu as accès à 300 000 références. C'est-à-dire que c'est le plus grand magasin physique de moto qui existe. Mais c'est extrêmement impressionnant d'avoir cette capacité à le faire. Donc en gros, si je résume un peu ce que tu nous as dit dans la partie stratégie, l'idée, elle est vraiment de se dire comment je vais créer finalement un peu mon propre modèle Figital, parce que la probabilité... Enfin, en fait, si je vais prendre le truc de mes concurrents, il y a très peu de chances que... Je parle de mes concurrents qui font du retail comme élément principal. Il y a très peu de chances que si je réapplique le même modèle, ça marche. Enfin, en tout cas, ça marchera probablement pas au niveau suffisant par rapport à ce que je pourrais faire si je faisais du Figital. Et puis après, de réfléchir, ok, mais c'est quoi finalement mon concept? Est-ce que c'est juste de mettre en avant mes produits, ou est-ce que j'ai une histoire à raconter? Est-ce que j'ai une marque à faire vivre? Et comment je veux la faire vivre là-dedans? Est-ce que d'ailleurs tu aurais peut-être un exemple ou deux? Là, tu nous as parlé de Moto Blues. Est-ce que tu aurais un autre exemple justement où il y a eu de stratégies peut-être un peu alternatives à celles qu'on aurait l'habitude d'entendre? En préparant ce podcast, on a parlé notamment des lieux en bord de route, par exemple. Est-ce que c'est je sais pas si tu as des petites anecdotes sur le sujet. Ouais, j'en ai quelques-unes. Alors c'est vrai que c'est un modèle auquel je m'intéresse là en ce moment particulièrement, c'est les modèles des casiers. Alors certains appellent ça les distributeurs automatiques. Je préfère utiliser le mot de casier parce que c'est trop confusant en fait. Un distributeur automatique, c'est le truc où tu vas chercher, tu mets 1 euro, t'as un café ou t'as un Mars. Là, on parle des systèmes de distributeurs automatiques qui sont en train de fleurir sur les bords de route. Souvent, c'est des casiers où c'est apparu, c'était plutôt pour des fruits et des légumes que tu vas chercher ta salade, tes tomates, etc. En fait, aujourd'hui, ce truc-là cartonne. Et il y a plein d'autres entreprises qui se sont mises à exploiter ce système-là pour vendre de la chocolaterie de haut de gamme, pour vendre des huîtres, pour vendre de la viande, pour vendre des produits traiteurs haut de gamme. Et ça cartonne parce que le foncier, c'est des emplacements atypiques. Donc du coup, t'es pas du tout sur les mêmes coûts qu'en centre-ville ou même en centre-co. T'as peu de mètres carrés. C'est semi-automatisé dans le sens où y a quand même quelqu'un qui vient remplir les casiers, etc. Donc c'est des modèles atypiques, mais qui sont hyper intéressants à exploiter. Dans les autres anecdotes, tu as des entreprises qui sont aussi sur des logiques de cornerisation, qui vont aller mettre des corners, par exemple, dans les salles de sport. Parce que si tu es dans une entreprise qui vend des articles de sport dans le basketball et que d'une certaine manière ta cible tu sais qu'elle est dans les stades de basket et sur les événements de basket ou dans les lieux de pratique de ce sport, pourquoi pas les adresser sur place. T'avais Decathlon d'ailleurs qui avait fait un test comme ça qui avait bien fonctionné sur du paddle, et donc ils avaient déployé un dispositif digital en bord de mer. Tu pouvais louer ton paddle, tu mettais ta carte bleue, c'était entièrement automatisé et tu partais avec ton paddle et tu revenais, tu le redéposais. Ce truc-là a été déposé en bord de mer, évidemment. Tu vois. Et il n'y avait pas, tu vois, l'emplacement, c'est sur une plage, c'est pas le même emplacement, c'est pas le même coût qu'un magasin ou qu'un centre-ville, etc. Donc c'est des nouveaux modèles qui sont atypiques et qui sont intéressants à exploiter. Tu peux l'exploiter sur de l'événementiel aussi. Je parlerai en particulier de Basket for Baller après, qui a un modèle intéressant. Ok, ouais, super intéressant. Donc, premier élément, on va définir vraiment notre stratégie, ce qu'on veut absolument, ce qu'on veut mettre en place et quel va être notre modèle Figital sur ce point de vente. Une fois que c'est fait, j'ai quand même une question qui me vient en tête. Tu m'as dit tout à l'heure, Moto Blues, c'est le plus grand magasin de moto possible. Ils ont 300 000 références. Mais en fait, en réalité, en physique, on ne peut en mettre que 800. Et du coup, j'ai une question autour de l'offre. Quelle est l'offre que je dois choisir de mettre justement en point de vente physique, même si j'ai bien conscience que en fait, tu vas pouvoir l'étendre de par la structure digitale que tu vas mettre en place. Mais il y a quand même un élément pour moi qui est assez important, c'est que
il y a aussi ce truc, tu sais, j'ai envie d'avoir mon produit rapidement. Et limite, j'ai envie d'aller le chercher, je l'ai tout de suite entre les mains. Donc j'imagine il y a quand même aussi une vraie stratégie à dire finalement quels sont les produits que je vais mettre en physique qui seront disponibles immédiatement à l'achat et qui vont pas forcément être en livraison. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce qu'on fait de la livraison? Est-ce qu'on fait uniquement de la livraison en magasin? Enfin, un peu comprendre c'est quoi, toi, la stratégie qu'on devrait adopter sur la partie offre et logistique. Alors sur la partie offre, ça va dépendre de l'entreprise et de sa stratégie. Si tu es un pure player et que ta stratégie c'est d'être le meilleur sur un segment de données, et donc ta stratégie ça va plutôt être une stratégie d'offre large et profonde, c'est pas la même chose que si tu es une DNVB et que tu vas avoir que à peine une centaine de références, mais hyper quali. Tu vois, tu as même des DNVB qui vendent même pas 100 références et pourtant qui cartonnent. Tu vois, je pense à Kabaya qui en est un bel exemple. T'as aussi Asphalt. Donc là, la stratégie est évidemment différente sur la base de l'offre. Dans le premier cas, ce que tu vas avoir besoin, c'est quand le consommateur va passer les portes de ta porte, il va voir 800 références. Ok, ça c'est le modèle traditionnel. Et donc il va pas voir la suite. Et s'il voit pas dans le magasin ce qu'il est venu chercher, il va repartir. Son réflexe, ça sera certainement pas d'aller sur le site internet du magasin. Parce qu'à partir du moment où il a pas trouvé dans le magasin, il va dire pourquoi j'irai sur le site internet de lancer. Donc quand il passe les portes du magasin, il doit prendre conscience que il y a 300 000 refs. Et ça c'est l'énorme enjeu. Et il y a plein d'enseignes qui ont essayé plein de techniques qui ont pas fait leurs preuves. Hein. Par exemple, écrire ici 300 000 références, comment on peut commander plus de produits ici, tout ça, ça ne marche pas. Donc il y a d'autres techniques de rupture qui permettent de répondre à cette problématique-là et faire comprendre aux consommateurs que, en fait, quand il est dans le magasin, il n'est pas face à 800 produits, mais à toute la totalité de l'offre, quel que soit le nombre de mètres carrés. Donc ça, effectivement, il y a des techniques possibles. Et le deuxième versant, c'est je rentre dans un magasin, donc c'est physique, donc matériel. Or, si je suis une DNVB, mon capital, ma valeur, elle est aussi immatérielle. C'est l'histoire, le storytelling, la manière de fabriquer les produits, comment ils ont été faits, avec amour, par qui, comment, etc. Avec quelle dose de qualité, et pourquoi il faut acheter ce produit-là plutôt qu'un autre. Cette valeur immatérielle, quand tu es dans le physique, c'est la deuxième énorme contrainte du physique, c'est que tu ne vois que du matériel. Et le vendeur est souvent assimilé à la personne qui va combler en fait ce manque-là en venant apporter ses conseils, etc. C'est évidemment une très bonne chose et c'est certainement mieux que le client seul face à son écran. Mais Internet n'ayant pas de vendeur, ils ont inventé des fiches produits extrêmement qualitatives avec des belles photos, avec des belles vidéos, etc. Et donc quand tu arrives en magasin, là du coup tu as une rupture parce qu'on n'est pas dans le même système physique, hein. Il y en a un qui est digital, l'autre t'es dans le monde physique tangible, réel, matériel. Le vendeur en fait il utilise un moyen de communication qui est oral, donc ça bouge, donc des mots, et donc il va jouer sur l'imaginaire de son client, et en fait l'imaginaire de son client c'est beaucoup plus faible que quand tu lui montres des images. Ce qui est le cas des fiches produits, c'est cette fameuse valeur immatérielle. Je sais pas si tu as des enfants et qu'un jour il y en a un qui t'a peut-être demandé tiens c'est quoi un diplodocus ou peu importe. En fait des fois c'est hyper compliqué d'expliquer quelque chose sans montrer une photo, sans montrer un mot. Attends, je vais te montrer, tu cherches sur internet, tu cherches une photo, tu montres. Les vendeurs, c'est dans le cas d'une DNVB, c'est la même chose. C'est comment exploiter la valeur immatérielle qui est mon capital de marque, qui est ce que j'exploite à fond sur Internet. Il suffit de regarder Kabaya, la manière dont ils communiquent, les photos, etc. Cézanne, c'est pareil. Asphalt, c'est pareil. C'est très bon en communication, 900 Care. Et tu arrives en magasin, comment tu fais pour exploiter tout ça et le mettre en avant dans ton magasin. Donc là, en fait, la stratégie d'offre, elle est hyper importante et elle va impacter la manière dont tu vas structurer ton magasin et les outils que tu vas exploiter, la stratégie d'agencement de ton magasin et la manière d'exploiter le digital. Ce qu'il va falloir fuir, bien sûr, c'est ce que j'appelle le digital bullshit. Hein. C'est malheureusement, c'est comme c'est un domaine encore peu structuré où il n'y a pas d'école, etc. Il y en a beaucoup qui font des tests, des expérimentations, ce qui est une bonne chose, mais c'est bourré de faux amis. Et notamment, un de ces faux amis, c'est de croire que le client, s'il vient en magasin, c'est pour repartir avec son produit tout de suite. C'est pas entièrement faux, mais c'est loin d'être entièrement vrai. Ça serait vrai, il y aurait pas autant d'achats sur Internet aujourd'hui. Tu vois, il y a 20 ans, c'était pas rare d'entendre quelqu'un qui dirait non mais arrêtez, on vendra jamais de chaussures sur Internet. Aujourd'hui, c'est même plus un sujet.
Et en fait, quand tu es en magasin physique, cette idée reçue de le client il vient en magasin pour repartir avec le produit, elle est hyper difficile à démonter, parce que parfois c'est vrai, il y a un besoin primaire, genre il y a ton ordinateur qui a cramé, tu vas en magasin pour en rechercher un autre, on a besoin tout de suite. Mais il y a plein de cas où tu peux attendre. Et donc là encore, la stratégie d'offre va complètement modifier l'offre que tu vas mettre dans ton point de vente en fonction de ta stratégie digitale. Et la manière dont tu vas l'exposer aussi est complètement différente. Est-ce que tu vas plutôt appuyer sur l'extension de gamme, le fond d'offre, la profondeur, la manière de choisir, etc. Ou est-ce que tu vas plutôt appuyer sur la valeur immatérielle pour aider le client à choisir ou valoriser ton prix pour justement augmenter ton taux de transformation et ton taux de satisfaction in fine. Donc, ta stratégie d'offre, elle est en gros dépendante vraiment soit... Enfin, il y a quand même, j'imagine, un choix aussi à faire autour de tes best-sellers. Si tu as beaucoup de références, en fait, il y a des produits, c'est indispensable qu'ils soient présents. Mais il y a aussi un peu cette notion de dire, mais finalement, vu que j'ai cette extension de gamme qui est possible de par ma stratégie digitale, je peux me permettre d'avoir moins de produits potentiellement en magasin et d'exploiter ces mètres carrés pour aussi raconter mon histoire, si en tout cas ma marque s'y prête, pour en fait aussi faire un peu de, je dirais pas de la notoriété, est-ce que la personne si un peu, c'est un peu de la notoriété, est-ce que potentiellement il y a des gens qui rentrent chez toi et qui connaissent pas ta marque et tu vas venir leur enseigner ça, ce que tu fais. Mais c'est tout à fait vrai, et c'est d'ailleurs un point qui est souvent c'est un point qui est latent, c'est-à-dire latent, ça veut dire que les DNVB ont même pas forcément conscience de ce point-là, elles vont souvent ouvrir un magasin pour leurs clients, alors qu'en fait il y a une personne sur deux qui va passer les portes dans ton magasin et qui ne te connaîtront pas. Et donc, ça veut dire qu'ils vont découvrir ton produit, ils ne sauront pas quitter et qu'est-ce qu'il raconte. C'est le cas d'Asphalt. Asphalt, il y a des gens qui sont rentrés dans le magasin, qui ont découvert le pull parfait, et ils ont découvert un pull sur un cintre, comme dans tous les magasins de fringues depuis les années 60. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu la vidéo Asphalt avant, etc. Et cette valeur immatérielle, il faut partir du principe que même s'il y a certains qui connaissent ta marque, ils connaissent pas forcément l'histoire de ton produit là que tu viens de sortir et de qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel et pourquoi il est canon ce produit. Et puis ce produit-là, c'est pas la même histoire que l'autre produit. Tu vois, t'as l'histoire de la marque, mais t'as aussi l'histoire de chaque produit indépendamment. C'est les photos quand tu vends de la fringue, par exemple, les photos que tu vas mettre derrière, elles sont extrêmement importantes dans la projection, la manière dont t'animes ton point de vente aussi. Je vais parler un tout petit peu d'Amazon Style, dont j'adore le concept, parce que justement, eux, ils ont fait le choix de mettre qu'une seule pièce de chaque vêtement dans le magasin, c'est-à-dire que un chemisier, tu vas l'avoir sur un seul cintre, à un seul endroit dans le magasin, ou alors il est sur un mannequin, mais tu l'auras pas en 17 tailles, tu n'auras pas les 17 déclinaisons de taille. Donc en fait, tu divises par 17 la taille exploitée dans la surface de vente. Et ce produit-là, du coup, n'est vendu qu'au travers d'outils de digital commerce. Et comme ils ont divisé par 17 la taille de surface de vente exploitée, du coup, ils peuvent mettre 17 fois plus de produits dans le magasin. Donc quand tu mets à peu près 10 à 20 fois plus de produits dans un magasin, t'augmentes le taux de découvrabilité, le taux de découverte. Et comme on est sur du prêtable dans un domaine d'inspiration, où l'inspiration c'est aider l'offre à venir jusqu'au client, forcément t'augmentes tes chances de vendre tes produits. T'augmentes ta rentabilité au mètre carré, etc., etc. Donc comment ça se passe sur Amazon, ça m'intéresse. T'arrives, t'as un produit, je vais prendre un t-shirt en taille M. Tu peux pas vraiment l'essayer parce que potentiellement si tu fais du L, il sera trop petit pour toi de toute façon. Par contre, tu regardes à peu près s'il te convient, si tu trouves ça correct. Et après, c'est quoi? Tu vas l'acheter directement sur la plateforme et il t'est livré par Amazon chez toi? Non, en fait, je vais te raconter comment ça se passe, qu'est-ce qu'effectivement il faut ça n'a rien à voir presque avec le modèle Amazon, enfin quasiment. C'est un magasin de fringues qui fait 2500 mètres carrés. Tu rentres dedans, t'es dans un magasin de fringues. T'as pas du tout l'impression d'être chez Amazon. T'es dans un magasin de fringues et par contre ce magasin, dès l'entrée, t'as un welcomer qui t'accueille et qui te dit voilà, ici tout ce qui est exposé dans le magasin, vous pouvez tout essayer. Voilà, si vous voulez essayer, en fait, s'il y a quelque chose que vous repérez qui vous plaît, vous scannez le code barre, le QR code, et en fait, sur votre application mobile, vous choisissez votre taille,
et vous indiquez que vous voulez le réserver. Et à partir du moment où tu as cliqué sur une tenue, par exemple, tu fais réserver. Là, ils vont te réserver une cabine d'essayage. Et quand tu vas arriver dans ta cabine d'essayage, il y a 40 cabines d'essayage. Au moment où tu ouvres la porte, il y a déjà tes produits qui sont là. Donc, tu essayes. Et après, t'achètes. Et c'est un truc magnifique parce que du coup, la surface de vente, elle est hyper inspirationnelle dans le sens où tu as à peu près un tiers de l'espace qui est c'est des mannequins, des associations de style, c'est-à-dire que tu vas avoir une planche avec un chemisier, une veste, un sac à main, le pantalon, les chaussures et le petit accessoire qui va avec. C'est hyper inspirationnel. En fait, le cerveau fonctionne beaucoup plus sur ce style d'inspiration là parce qu'il va plus difficilement faire l'association des 5 produits s'ils sont à 5 endroits différents. C'est un effort qu'il sait pas faire, tu vois, le cerveau. Par contre, si tu les vois sur un mannequin en face de toi, clac, là ça fonctionne. En plus, tu as ce qu'on appelle le biais de l'expert, c'est-à-dire que ça a été fait par un styliste par exemple, et donc tu dis ok, effectivement, si ça a été fait par un styliste, je peux m'en inspirer parce que c'est pas trop mon fort le style, donc je vais faire confiance à quelqu'un dont c'est le métier. Tu vas en cabine d'essayage et là effectivement t'as toute ta tenue qui t'attend. Et là où Amazon est infiniment bon, c'est que l'essayage joue sur un autre biais cognitif qui s'appelle le biais d'aversion à la perte. À partir du moment où tu essayes quelque chose, c'est un petit peu comme s'il t'appartenait déjà. C'est un petit peu comme s'il était à toi. Et en fait, quand tu as quelque chose qui est à toi, t'aimes pas trop le perdre en fait. Et donc dire non est un vrai effort. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les vendeurs de voitures font essayer les voitures, parce que dès que tu fais essayer quelque chose, tu augmentes de 30% ton taux de transformation. Donc ce qui veut dire que le fait de faire essayer les vêtements chez Amazon Style t'augmente de 30% ton taux de transfo. Et là où ils sont très forts aussi, c'est que quand tu as commandé un pantalon, ils t'en mettent 3 en fait. Ils t'ont choisi un deuxième pantalon qui est à peu près dans le même style et un troisième pantalon qui est sur un prix qui est différent. Et là encore, on joue sur un autre biais cognitif qui est ce qu'on appelle le biais d'ancrage, parce que le troisième produit est beaucoup plus cher que les 2 autres pour justement valoriser le premier produit que tu as choisi et t'aider à choisir. Il est magique ce concept. Ah mais c'est magique. Ce concept est extrêmement intéressant parce que il met exactement en avant ce que tu disais dans la partie stratégie, qui consiste à dire finalement, t'es obligé d'inventer une nouvelle façon de faire du retail. Complètement. Et en fait, le concept qu'Amazon vient de mettre en place, il est juste unique en son genre. Enfin, dans le sens où, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas d'autres magasins comme ça. Il y en a pas d'autres. J'en connais que 2. Il y a Amazon Style n'a ouvert que 2 magasins comme ça. C'est assez récent. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que c'est ouvert. C'est assez discret parce qu'on parle surtout des Amazon Whole Foods, Amazon Go et Amazon Fresh, auquel moi c'est un sujet, j'ai toujours rien compris à cette stratégie d'Amazon d'aller dans l'alimentaire, mais ça c'est un autre débat. Mais Amazon Style, c'est hyper intéressant. C'est un peu confidentiel. Et le seul concept un peu similaire que je connaisse, c'est Ikea. Parce qu'en fait, Ikea, t'as une première partie où en fait c'est que de la découverte d'inspirationnel, et puis à la fin, t'as la fameuse entrepôt et tu repars avec ton produit. Donc c'est à la fois très différent et corollaire. Et sinon, il y avait Undies Machine aussi en France, un concept de lingerie qui exploitait un système un peu similaire. Ok, c'est hyper intéressant. Donc là, on a vu ensemble la partie stratégie. Déjà, essayer de créer son propre concept, parce que en fait, c'est pas juste ok, j'ai trouvé un joli point de vente en centre-ville et comment dire, je vais payer extrêmement cher pour ce point de vente, je vais faire le mieux possible comme mes concurrents. Non, on va développer sa propre stratégie, on va l'intégrer Phygital, on va la penser Phygital dès le départ, on va adapter son offre physique à ce qui est le plus pertinent pour notre business, potentiellement avec une approche très différente et en jouant sur quelques biais cognitifs comme le fait Amazon Style ou autre. Et du coup, ensuite, on va développer un peu notre propre concept finalement de magasin. Il y a quand même une question sous-jacente à tout ça qui est la notion d'outil.
Quand tu me dis Amazon Style, il arrive, il te dit, il te renvoie 3 pantalons qui sont à peu près dans le même style, dont un beaucoup plus cher. Tu vois, tout de suite, moi, je me dis, oula, Amazon, certes, tu vois, je veux dire, c'est AWS, grosse base de développeurs, ils ont, comment dire, ils ont des ressources presque illimitées d'un point de vue technique pour créer leur propre système. J'imagine que nos auditeurs se sont dit, oui, bon, Amazon Style, c'est bien joli, mais moi, pour le lancer, je vais pas faire un Amazon Style, j'ai clairement pas les moyens ou les capacités techniques. Comment on s'équipe d'un point de vue outil pour que justement cette partie digitale, elle soit plus simple pour nous? Alors, je dis souvent la raquette de tennis comme métaphore dans le digital, parce que quand tu joues au tennis, au final, on pourrait se dire que pour gagner des matchs, si tu as une excellente raquette, ça va t'aider. Tu vois, c'est pas faux. Mais tu mets effectivement une raquette à 30 000 euros dans les mains de Rafael Nadal, oui, bien sûr, c'est une évidence. Par contre, si tu mets une raquette de ping-pong et qui est trouée, bon, il aura beau être Rafael Nadal, ça va être compliqué quand même. Donc si t'as pas le bon outil, effectivement, tu vas partir dès le départ avec un match qui est un petit peu biaisé, et surtout si le gars en face de toi, il a le bon outil. Les bons outils en digital, c'est un nouveau domaine, c'est une nouvelle discipline qui est un petit peu vicieuse dans le sens où elle paraît très simple en apparence. Quand je dis ça, je me réfère notamment à tous ceux qui ont pensé que c'était une bonne idée de mettre leur site internet sur des écrans. Il y en a beaucoup qui l'ont testé. Moi-même, je l'ai fait à la création d'un produit, parce que ça paraissait logique de faire ça. En fait, très très rapidement, on se rend compte que c'est pas du tout adapté au cérémonial de vente, ni à l'espace physique, ni à la promotion de l'offre qui n'est pas visible en magasin, ni à un dialogue entre un client et un vendeur, etc. Et en fait, se pose derrière une infinité de questions sur, ok, quels sont les outils qui vont être le plus performants dans mon domaine, dans mon secteur, avec mon type de produit, avec mes vendeurs. Qu'est-ce qui va être le plus adapté pour mon schéma de vente à moi? Est-ce que je suis sur de la vente sur du mass? Est-ce que je suis sur de la vente de produits d'investissement? Est-ce que je suis sur de la vente de produits émotionnels à forte valeur de marque? Est-ce que je suis sur de la vente de produits très fortement assistés par des vendeurs? Donc toutes ces questions-là, tu mets en face des solutions qui sont radicalement différentes. Mais ce qui est certain, c'est que ces patterns-là, ces solutions digitales-là, elles n'ont rien à voir avec du e-commerce. Strictement rien à voir. Je prends quelques exemples, mais le mode de paiement, par exemple, si tu mets ton site web sur un écran en magasin et que tu as les modes de paiement par carte bleue et PayPal, bah en fait ça, quelqu'un qui va devoir mettre son numéro de carte bleue en clair sur un écran en magasin, bah tu vois, je te vois sourire, mais tout de suite t'as une petite voix dans ta tête qui dit je suis peut-être en train de faire une connerie là. Imagine quelqu'un qui doit mettre son mot de passe PayPal sur un écran en magasin. Alors je dis ça, mais j'ai des photos où j'ai pris dans des magasins des photos où en fait des très grandes marques avaient des écrans où en fait les gens avaient oublié, mais ils ont cliqué sur la cage enregistrer et en fait il y avait leur compte PayPal, le mail et le mot de passe en clair que j'ai photographié, et j'ai envoyé ça aux marques pour dire faites attention quand même, ça fait un peu désordre. Donc au-delà de cet aspect où là ça fait pas forcément très sérieux, ça met juste en évidence qu'en fait les patterns qui sont valables dans le e-commerce, c'est-à-dire PayPal sur le e-commerce, c'est un no-brainer, tu vois, c'est pas un sujet. Bah, en magasin c'est plus du tout la même histoire. Parce qu'il y a une frontière qui a été passée et une méthode qui est différente. Faire du digital dans les lieux qui accueillent du public, ça implique un nouveau terrain de jeu, avec des nouvelles règles qui lui sont propres, complètement différentes de celles du e-commerce. L'acquisition de trafic n'existe pas dans le digital. Ça n'a aucun sens. C'est hyper important de maîtriser l'acquisition de trafic dans l'e-commerce. Dans le digital, ça n'existe pas, puisque la page d'accueil de tes outils digitaux en magasin, ça sera jamais Google. La page d'accueil de tes vendeurs et la page d'accueil si tu mets des bornes interactives ou des écrans de télé, ça sera jamais Google, ça sera ta marque, voire même ça sera si tu as un rayon de produits électroménagers, dans le rayon électroménager, ton consommateur, s'il s'arrête à cet endroit-là, c'est pas qu'il est en train de s'intéresser à de la salle de bain.
Donc ça sert à rien de lui vendre des produits de salle de bain s'il s'est arrêté dans le rayon électroménager. Donc tout ça, c'est des notions qui n'existent pas dans le e-commerce, c'est nouveau. Et ça, du coup, il faut effectivement avoir la bonne raquette, donc le bon outil qui sait faire ça. Il y a des notions d'écran de veille, il y a des notions de captation automatique de lead. Si tu détectes un client sur une borne interactive qui s'intéresse à un barbecue à 3 000 €, il faut prévenir les vendeurs. Parce qu'il se convertira beaucoup mieux s'il est accompagné d'un vendeur que si tu le laisses tout seul devant son écran. Tu vois, on n'est pas sur Internet, là, on est en magasin. En fait, toutes ces fonctionnalités-là, c'est un domaine nouveau, c'est une discipline nouvelle qui s'appelle le digital commerce et l'agencement digital. Donc, il y a notamment une technique de rupture qui s'appelle le merchandising digital. Ça vise à rendre l'intégralité de ton rayon interactif pour que tout ce qui soit tangible puisse être relié à son pendant immatériel très facilement. Donc tu vas utiliser tout simplement des petits boutons que tu vas mettre dans tes rayons. Mettons que tu vendes des spiritueux, tu vas mettre un bouton en dessous de ta bouteille et quand tu cliques dessus, ça va lancer soit la fiche produit, soit la vidéo qui raconte l'histoire de ton spiritueux. Et parce qu'en fait, t'achètes pas une bouteille et une étiquette, t'achètes autre chose, t'achètes une histoire dans les spiritueux. Donc ça, c'est une technique qu'on appelle Store as Interface. Et au-delà de l'outil, tu peux avoir la meilleure raquette du monde. Si tu la mets dans les mains de quelqu'un qui a jamais fait de tennis, ça va pas le faire. Donc là, il faut former, il faut coacher, parce que le digital implique une nouvelle stratégie de gestion de tes équipes sales en magasin. Il faut voir ça comme des sales. Et là, il y a beaucoup de ruptures. On réinvente pas complètement le métier du vendeur, mais il y a quand même suffisamment de choses qui sont impactantes pour que ça soit traité. Et si c'est non traité, ça peut être un énorme facteur clé d'échec. C'est d'ailleurs souvent, c'est très souvent le cas hein, quand tu installes, tu peux installer la meilleure technologie que tu veux en magasin. Hein, si les équipes sont pas accompagnées, ça fera rien. T'as même des vendeurs qui ont des biais cognitifs, c'est-à-dire qu'ils sont inconsciemment persuadés que si les clients viennent en magasin, c'est justement pour venir chercher un produit et repartir avec. Un vendeur qui pense ça inconsciemment, c'est un vendeur qui vendra pas au digital. Donc en fait, il y a des exercices psychologiques de prise de conscience à faire pour déjà les éveiller sur le sujet, les convaincre qu'en fait c'est un no-brainer, leur montrer toute la valeur, le sens, à quel point c'est rentable et pourquoi c'est la stratégie d'entreprise. Puis après, il y a une manière de manager ça, d'animer. Les chiffres sur lesquels tu vas animer tes vendeurs sont radicalement différents que un magasin traditionnel où traditionnellement tu animes le chiffre d'affaires en mètre carré, le chiffre d'affaires en mètre linéaire. Dans le digital, ça n'existe pas. Quel sens ça a d'animer sur le chiffre d'affaires en mètre carré, vu que justement, ta force est de vendre toute la gamme. Ça n'a plus de sens. Par contre, ton taux d'acquisition de trafic digital, là, ça va être intéressant de le mesurer. Alors, combien il y a de personnes qui sont passées devant tes écrans et qui ont vu ta pub et qui ont engagé avec ton dispositif? Si t'es à 3%, t'es pas bon, donc il y a un truc à revoir. Combien de leads ont été détectés par ton dispositif et opérés par tes sales? C'est-à-dire le dispositif digital a automatiquement détecté que tu avais 70 leads par jour identifiés, c'est-à-dire des prospects statiques devant tes produits plus de 15 secondes. Si ton taux de conversion c'est de 2%, ça veut dire que tes vendeurs ils vont pas assez au contact. Ils ont pas le bon icebreaker, tu vois, il y a un truc à faire en termes de management. Donc c'est des nouveaux chiffres à analyser, c'est une nouvelle manière de faire. Et ça s'apprend, hein, tout ça, effectivement, ça s'apprend. C'est vraiment pas très compliqué, mais c'est vrai que quand tu démarres, il vaut mieux les connaître pour tout de suite, dès le départ, partir sur les bonnes bases et le bon process opérationnel. C'est hyper intéressant de voir aussi la relation que tu peux avoir avec comment dire, le e-commerce, et que finalement se fixer les bons, enfin par rapport à Google Ads surtout, je pense, c'est se fixer les bons objectifs derrière te permet de prendre, tu vois, des bonnes décisions, et qu'effectivement si tu es dans une notion de très retail classique du mètre de l'euro au mètre carré, en fait tu te rends compte que finalement en digital ça a pas de sens, et du coup tu vas mal penser, mal optimiser ton magasin juste parce qu'à la base ton objectif il est pas bon en fait. Exactement. C'est pas le bon truc que tu suis, quoi. Aujourd'hui, on a Internet a prouvé que tu pouvais vendre 100 mètres carrés, sans vendeur et sans que les clients repartent avec le produit.
Voilà. Donc le physique a prouvé aussi qu'il serait encore très longtemps un canal de vente et d'acquisition extraordinairement élevé. Hein, on l'a vu tout à l'heure, c'est encore 20 fois plus élevé que le e-commerce. Les coûts d'acquisition sont pas du tout les mêmes logiques non plus. On n'a pas parlé de ça, mais les coûts d'acc sur Internet, c'est un enfer. En magasin, c'est des charges fixes. Donc du coup, la logique est complètement différente. Ta logique d'acquisition, elle est bien plus puissante et scalable sur un modèle physique. C'est assez intéressant. Je pense qu'on a vu quand même énormément de choses pour nos auditeurs qui souhaiteraient se lancer en physique. On a essayé de rendre, je pense, aussi le contenu le plus actionnable possible parce que c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué, cette partie stratégie dont on parlait, outils et tout, de s'en rendre compte parce que ça reste quand même des concepts qui sont physiques. Comme tu le disais, finalement, faut aller en point de vente pour voir tout ça. Peut-être histoire de donner un peu de contexte, etc. Et pour qu'on arrive un peu sur les dernières minutes du podcast, ça fait déjà un peu plus d'1 heure qu'on enregistre, donc c'est déjà un beau podcast en termes de durée. Je te propose peut-être qu'on puisse arriver sur les 3 questions de fin, et dont notamment la première qui va permettre de mettre un peu de contexte à tous nos auditeurs sur le sujet, qui est est-ce que tu aurais une anecdote pour nous justement d'un client que tu as accompagné pour que justement ce qu'on vient de voir ensemble, la partie stratégie, la partie offre, logistique, la partie concept et la partie outils, comment ça prend forme concrètement pour une entreprise et pour un site e-commerce qui s'est lancé en physique. Bah écoute, ouais, j'en ai une qui est très sympa, celle d'un e-commerçant qui s'appelle Basket for Ballers, qui est un des leaders sur le secteur du basketball en Europe, et qui a souhaité se lancer dans le commerce physique parce que t'as quand même beaucoup de business qui est fait encore dans le physique sur ce secteur-là. Puis en plus, t'as beaucoup d'événementiels avec des grands matchs, des grands événements annuels, etc. Donc c'est vraiment important d'être présent dans le physique. Et un des gros tracteurs de chiffre d'affaires sur cette activité-là, sur ce business-là, c'est la NBA, puisque t'as quand même tout un écosystème de fans, de collectionneurs de ce type de produits. Les produits de la NBA, c'est assez complexe à travailler dans un espace physique. Pourquoi ? Parce que t'as 30 équipes de basketball. Dans chaque équipe, t'as 15 joueurs. Chaque joueur a son maillot. Et chaque maillot est décliné derrière en 17 tailles. Donc ça te fait quand même du monde à mettre en magasin. Si tu dois mettre un seul exemplaire de chaque taille en magasin, ça te fait à peu près 7000 refs à caser en magasin. C'est-à-dire que sur le maillot, rien que sur ça, t'es déjà quasiment à presque 800 mètres carrés, voire 1000 mètres carrés. C'est évidemment pas possible. Et tu rajoutes à ça les shorts, les casquettes, tous les goodies qui sont associés derrière. Alors généralement les magasins stockent les 3-4 références pour chaque équipe, mais le fait est que même si t'en mets que 4, t'es quand même à 3000 refs à stocker rien que pour le t-shirt et enfin pour le maillot et pareil pour le short. Donc c'est évidemment impossible à adresser. Par contre, c'est hyper stratégique d'avoir toute cette offre en magasin et que le client comprenne qu'il y a toute l'offre. Sinon, encore une fois, on génère de la nociceptine et là, on produit l'effet inverse. Donc, le fait de faire comprendre ce message-là, bah, on va faire comprendre qu'il y a toute l'offre. Donc, il faut faire la promotion de l'offre, de toute l'offre, mais on peut pas faire rentrer ça dans 300 mètres carrés, qui est la taille du magasin qui était choisi par l'enseigne. Donc là, je vais montrer une petite photo pour ceux qui ont la chance de regarder ça en vidéo, mais je vais la décrire. Hein. La manière de faire, il y a 3 manières de faire, ce que j'appelle le triangle d'or du digital en point de vente. Il y a 3 manières de faire du digital en point de vente. La première, c'est d'exploiter l'outil qu'on a tous dans la poche, qui est in fine la moins efficace de toutes pour vendre des produits, parce que c'est la moins fiable, celle que tu maîtrises pas en tant que commerçant. Si ton client il arrive et qu'il a pas de batterie, qu'il a pas de réseau, que le téléphone est dans la main des enfants qui sont en train de regarder des vidéos, tu maîtrises pas ton expérience, le client peut avoir un truc cassé, puis il a des efforts à faire. Enfin, c'est un outil qui est intéressant à utiliser, en nice to have. Sur plein de patterns, il y a plein de bons patterns, tu sais, le téléphone en magasin. Mais quand tu veux faire la promotion d'une offre qui n'est pas présente, c'est pas le bon outil. Tu as ensuite les outils des vendeurs.
Là, tu as plusieurs types d'outils. Tu as ceux qui sont en mobilité, donc les smartphones des vendeurs, les tablettes vendeurs, mais tu as aussi les kiosques vendeurs. Hein. J'imagine que ça te parle, ces fameux ordinateurs posés dans un coin, tout moche. Donc, tu en as quand même qui ont ça. Des fois, c'est très beau d'ailleurs. Le kiosque vendeur, c'est une bonne manière de répondre à la problématique, mais généralement, c'est pas fait pour faire la promotion justement de l'offre. En fait, ils sont faits pour les vendeurs, ils sont généralement pensés pour le confort des vendeurs et pas pour le confort des clients. Et surtout quand c'est des mobiles, hein, je prends l'exemple de Decat, hein, par exemple, tous les vendeurs sont équipés d'un mobile. Quand tu dois vendre un vélo d'appartement à 3 000 € à une famille, parce que potentiellement celui qui va faire l'achat c'est peut-être l'enfant, et donc tu as les parents qui sont avec, ou le frère, la sœur, c'est une famille. Donc si tu es sur un petit smartphone, tu vois, on peut pas dire que le confort il soit du côté du client là. C'est un petit écran une vente, c'est de la séduction. Là on est plutôt sur un outil qui est efficace pour le vendeur, qui peut faire améliorer son efficacité de performance, de gestion de temps, d'inventaire, de réception, mais ça peut vendre, mais c'est pas génial pour vendre. Et ensuite tu as les outils du magasin qui là vont beaucoup plus être pensés pour le confort du client. Donc là, tu vas mettre l'importance sur le confort, et le confort peut avoir un effet colossal sur l'efficacité de ta vente, parce que d'une part, si le client est plus confortable, il voit mieux, il comprend mieux, etc. Il est plus actif dans la vente, donc ça convertit mieux. Mais le vendeur peut être aussi plus à l'aise, parce que si tu vends un truc à 3000 balles sur un petit écran, que le vendeur est pas à l'aise, il vend moins bien. Donc là, c'est ce qui a été retenu par Basket for Ballers pour faire la promotion de l'offre. C'est effectivement du mobilier magasin, parce que tu as besoin de montrer. Et dans la poche du vendeur, tu peux pas montrer qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de références de tes produits. Donc tu es obligé de montrer, et pour ça, tu es obligé d'exploiter l'espace tangible, l'espace visible, l'espace matériel. En magasin, ton parcours de vente, il est physique, il est géographique. Tu vois, il est spatial. Quand tu rentres dans le magasin, tu vas faire un chemin, puis tu vas arriver dans le rayon des produits de la NBA. Si tu es arrivé jusque-là, ça veut dire que tu n'es pas intéressé par tout le reste. Tu n'es pas intéressé par les chaussures, par les ballons, par les panneaux de basket, etc. Donc si tu mettais sur cet écran-là ton site web, c'est-à-dire que tu proposes à ton client déjà de faire un effort, c'est-à-dire que ça paraît anodin, mais c'est déjà trop, hein, avoir à trouver la bonne catégorie de produits. Ton client, il s'en fout. Il est devant le rayon de la NBA, ce qu'il veut, c'est de la NBA, rien d'autre. Sinon, il s'arrêterait pas à cet endroit-là, en fait. Donc, ce qui veut dire qu'il faut un outil qui est directement sur les produits qui vont concerner le prospect qui est arrêté en face de toi, parce que c'est un prospect chaud sur la gamme NBA. Donc, il faut être capable de promouvoir déjà de la NBA à cet endroit-là. Et au-delà de ça, on va exploiter une nouvelle technique de merchandising qui est un peu une rupture qui va permettre d'exploiter tout le linéaire, tout l'espace tangible du rayon pour aller faire les liens entre ton espace physique et la réalité digitale. Là, en l'occurrence, on voit plein de petits boutons disposés autour de cette borne interactive qui sont disposés dans le rayon. En fait, sur ces boutons, il y a un logo, et c'est le logo des équipes. Là, par exemple, je fais un zoom sur un bouton des Chicago Bulls. Et en fait, quand tu vas cliquer sur ce bouton des Chicago Bulls, en fait, tu arrives directement sur l'écran, sur l'équipe des Chicago Bulls. Alors pourquoi ça marche? Alors ce type de technique génère 2000 fois plus d'interactions sur un écran que si tu mets juste l'écran seul. Et ça s'explique très bien, hein. En neurosciences, il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome du paresseux. C'est biologique, on est tous comme ça, on est tous conçus de la même manière. Et en fait, le cerveau aime pas réfléchir, hein, c'est un muscle comme un autre. Et donc, si tu es face à un écran, ton cerveau, inconsciemment, ton système automatique, il aime pas que tu aies à réfléchir, hein. Il veut que ça aille droit au but, que ça soit facile, etc. Donc, s'il doit commencer sur un écran, réfléchir, trouver les bons menus, etc., c'est déjà, tu perds énormément de monde. Il faut que ça soit facile. Si tu fais ça, tu n'auras que les gens extrêmement motivés qui vraiment cherchent quelque chose. Donc tu te coupes de la promotion. Donc ces boutons-là, ce qu'on appelle des nudges, hein, ça vient de l'anglais, c'est un coup de coude, ça permet de hacker, on va dire, le comportement du cerveau pour faciliter un comportement que tu veux induire, mais sans qu'il y ait besoin de l'expliquer. Il n'y a pas de mode d'emploi. Tu vois, je vois beaucoup de bornes où il est écrit « Trouver plus de produits ici, ça sert à rien ».
Mais rien du tout, quoi. C'est plus de produits, plus de références ici. Et le pire d'ailleurs, c'est de communiquer sur son site internet, parce que si tu dis ça, c'est comme si tu disais au client rentrez chez vous et allez faire vos achats tout seul dans votre canapé. Mais bon, je dis ça avec avec tout le respect, parce que en fait, aujourd'hui on le sait, mais avant on le savait pas, tu vois. Il fallait bien passer par là pour le savoir. Donc ça, c'est une technique de merchandising digital qui va permettre de faire la promotion de ton offre proactivement pour montrer que tu en as beaucoup plus sous le capot que ce que tu n'es capable d'exposer dans ton rayon. Et donc, ça te permet d'avoir quelque chose qui est au final très efficace, parce que pour le coup, ça répond bien à ton enjeu d'e-commerçant, à savoir, je veux être capable de vendre la totalité des produits sur lesquels je suis fort, puissant, mais sans avoir à être contraint par cette logique de mètres carrés, de stock, etc. Ensuite, tu vas avoir les... Ouais. C'est super intéressant de voir du coup comment c'est intégré dans dans l'espace de vente sur l'image. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que pour les personnes qui nous écoutent en format audio, je mettrai sur le site de e-commerçant.com le format vidéo de cet échange, et je vous mettrai aussi les photos. Je ferai un petit screenshot de l'échange, je mettrai les photos dans la partie basse de l'article pour que vous ayez accès à tout. Mais c'est assez intéressant de voir ça. Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être 2-3 idées des chiffres supplémentaires que ça a généré d'avoir justement ce point de vente physique, peut-être cet écran en physique sur le point de vente? Les chiffres de cette ancienne-là, là, pour le coup, je suis pas autorisé à les communiquer, mais de manière générale, je fais énormément d'études parce que je me suis vraiment spécialisé sur l'accompagnement des e-commerçants qui passent le cap du retail et les DNVB qui passent le cap du retail. Donc, de manière générale, t'as effectivement un phénomène d'acquisition de chiffre d'affaires qui est constaté, puissant, important et scalable et duplicable, parce que quand tu ouvres 2 magasins, tu multiplies tout de suite ton chiffre. Donc, t'as une puissance, un relais de croissance extrêmement vertueux et intéressant. Quand tu vends un maillot en phygital sur la borne, il est plus rentable en ta rentabilité nette, parce qu'il t'a pas coûté les mètres carrés, et il t'a pas coûté la manutention de ce produit-là, parce que les maillots, tu vois, faut les mettre sur cintre, faut les étiqueter, faut les inventoriser, etc. C'est un temps. Et ça, tes vendeurs, ils ont autre chose à faire. Et quand ils font ça, ils font pas de la vente. Tu vois. Donc en termes de rentabilité en bottom line, t'es largement plus rentable en phygital que qu'en tradi. En plus de ça, t'apportes une meilleure satisfaction client. Donc t'as des paniers moyens qui sont entre plus 20 et plus 40% constatés du e-commerce. Des taux d'acquisition qui sont entre plus 40 entre 40 et 60%, c'est-à-dire que t'as quasiment une personne sur 2 qui va passer la boutique, qui connaît pas ta marque et qui va devenir un nouveau client et qui redeviendra un client par la suite dans les 12 à 18 mois. Donc tu as un taux de réachat derrière qui est plus facile à fidéliser. Et effectivement derrière j'ai une entreprise en tête, par exemple Mister Menuiserie, ils ont ouvert leur premier magasin en 2017, je crois qu'ils faisaient 20 millions d'euros de chiffre, et aujourd'hui ils en sont à 100 magasins. C'est une explosion en fait derrière. Ta courbe de croissance elle a explosé en fait, parce qu'à partir du moment où tu vas exploiter du physique sur un bon modèle, t'es ultra scalable. C'est un modèle que tu ne pourras jamais avoir sur internet, qui va plutôt toucher des plafonds de verre, où plus tu vas grossir, plus ça va te coûter cher d'acheter de la longue traîne, etc. Ok, ouais, mais c'est hyper intéressant, et tu vois, nous, c'est typiquement un enjeu qu'on a. Je sais pas si je t'avais dit, mais j'ai un site e-commerce à côté où on est revendeur justement de marques, et il y a cet enjeu, c'est qu'on a refait un peu nos calculs, et j'invite nos auditeurs à le faire aussi. C'est à quoi est liée ta croissance. Et en fait, si ta croissance elle est liée à ton, comment dire, à uniquement des coûts variables, en fait, ton niveau de marge n'augmentera pas dans le temps. Ouais. C'est pas parce que tu fais plus de ventes que tu feras plus d'argent en pourcentage. T'en feras plus en valeur, mais pas en pourcentage. Et donc, tu auras besoin de faire des niveaux de volume très très conséquents pour aller sortir des pointes, des marges en valeur du coup aussi conséquentes. Donc c'est hyper important. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse terminer notre podcast assez rapidement. J'avais 2 autres questions pour toi. J'avais une question sur la partie média. Aujourd'hui, dans cet épisode, je pense qu'on est rentré vachement en détail pour expliquer à nos auditeurs comment se lancer de façon
pertinentes sur la partie Figital. Comment ils peuvent aller encore plus loin? C'est quoi les médias, toi, les contenus, les vidéos, les podcasts, les chaînes YouTube ou autres que tu suis ou que tu recommanderais à un e-commerçant qui souhaite se lancer en physique, mais du coup, on l'a bien compris, en fait, en Figital, parce que c'est beaucoup plus pertinent pour lui? Alors, en tout cas, il y a 15 ans, j'aurais rêvé moi-même trouver une chaîne spécialisée sur le Figital sur YouTube, etc. Et en fait, même 15 ans après, il y a plein de chaînes qui parlent d'omnicanal, il y en a qui parlent d'e-commerce, etc. Mais trouver un média qui parle exclusivement de stratégie Figital, c'est encore aujourd'hui extrêmement rare. J'ai créé une chaîne YouTube du coup sur ça, et au-delà de ça, j'ai créé un événement tous les mois qui s'appelle le Figital Store Tour Online, et je fais visiter entre 5 et 10 magasins chaque mois gratuitement en ligne, en visio, entre midi et 2. C'est tous les premiers midis de chaque mois entre midi et 2. C'est sur Zoom Meeting, donc en plus il y a un côté communautaire, c'est-à-dire qu'on s'entraide, on se pose des questions, et en fait à chaque fois on fait visiter des magasins aux 4 coins du monde. Ça permet aux gens d'éviter de se déplacer à Los Angeles, parce que Amazon Style c'est Los Angeles. Et en fait le Figital il se cache un peu partout. Je nomme ça la chasse au Figital, parce que tu vois, chez Decathlon par exemple, tu peux visiter 2 magasins différents dans 2 régions différentes, t'auras pas le même Figital dans les 2 régions. Donc ça se chasse. Si tu vas à Paris, t'auras une vision très biaisée de ce qui existe de mieux dans le Figital, puisque t'as des trucs extrêmement bien à Morlaix, à Châteaubriand, etc., etc. Donc il y a ce Store Tour que je recommande très vivement, parce que on parle sans langue de bois, c'est une veille gratuite, et non seulement c'est une visite de magasin, mais exclusivement Figital et analysé à chaque fois avec sous l'angle des neurosciences, etc. On fait intervenir plein de monde. Et voilà, sinon il y a cette chaîne YouTube, Les Chevaliers du Commerce Figital, voilà, où on publie régulièrement du contenu là-dessus. Ouais, super, écoute, merci pour ça. Effectivement, il n'y a pas tant de contenu que ça en vrai sur le Figital, même en vrai sur l'omnicanal. Je trouve que c'est pas très poussé sur la partie française. Plus aux États-Unis, il y a des choses. En France, c'est un peu compliqué. Où est-ce qu'on peut te contacter, Maxence? Le mieux c'est LinkedIn, sinon par mail, mais LinkedIn je pense que c'est bien parce que je publie énormément sur LinkedIn d'articles, je ne fais que des articles à valeur ajoutée, donc je diffuse de la veille, des chiffres, des études, des questions, etc. Donc je suis hyper actif sur le réseau, donc c'est, je pense, la bonne manière de découvrir un petit peu ce monde-là, et de creuser en première approche à quoi ça ressemble le Figital. Bah écoute, merci beaucoup. Je laisserai de toute façon toutes tes coordonnées à nouveau sur le site de e-commerçon, là où je fais un peu un résumé à chaque fois des épisodes. Désolé de t'avoir un peu peut-être coupé dans ce que tu disais tout à l'heure, mais en fait il y a tellement de choses à raconter, et j'ai peur qu'après du coup l'épisode soit tellement long que les gens ne l'écoutent pas. Mais ce qu'on fera, c'est qu'on va essayer, on va voir un peu comment ça marche, et potentiellement on se refera un épisode ensemble encore plus poussé sur le Figital. Je pense qu'il y a encore tellement de choses à raconter. Et puis voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça, et je te souhaite une excellente fin de journée. Ouais, bah écoute, avec plaisir. Salut, excellente journée à toi. Ciao, Pyrédiste.